Yap les pilotes et bienvenue dans le paddock pour ce nouvel épisode de Test Drive. Retour aux sources avec une voiture neuve qui sort de chez le concessionnaire. Aujourd'hui, test du Mazda MX-30 REV. La raison pour laquelle je voulais vraiment tester ce véhicule, vous vous en doutez, je suis passionné de voiture, c'est le retour d'un élément chez Mazda. Le moteur rotatif fait son retour sous le capot du MX-30 REV. Il s'agit d'un tout nouveau bloc, d'une cylindrée d'un peu plus de 800 cm3. Attention, il n'est pas là pour motoriser le véhicule, mais uniquement pour recharger les batteries. Le MX-30 REV est un véhicule 100% électrique. L'autre particularité du MX-30 REV, ce sont ses ouvertures de porte antagonistes. Encore une référence à une autre Mazda Rotary, la Mazda RX-8. De quoi nous laisser entrevoir une belle ouverture sur le monde. Pour faciliter l'accès à l'arrière, les portières étant très courtes, il est possible côté passager de rabattre le siège avant en tirant sur la ficelle. L'accès à bord est ainsi simplifié. Une fois les portières refermées, j'ai réglé le siège avant pour une personne d'1m80, ma taille. Et vous le voyez, j'ai quand même encore un peu d'espace aux genoux. Pas énormément, mais c'est suffisant en tout cas pour 4 personnes adultes. No problème. La vie à bord est simple et agréable avec bien sûr une boîte automatique avec une transmission électrique, avec également des rangements un peu partout. Nous avons un premier bac de rangement qui accueille les ports USB ainsi que la prise 12 volts. Entre les deux sièges, le petit accoudoir peut également se relever pour laisser apparaître un nouveau bac de rangement. Et puis juste à côté, nous retrouvons les porte-gobelets avec ces petits couvercles recouverts de liège. Encore un clin d'œil au passé de Mazda. En effet, avant de devenir constructeur automobile, Mazda était spécialisé dans la confection de bouchons de liège. Et ça, on en a déjà parlé dans les ADP. Rendez-vous ici au-dessus. J'en parlais il y a quelques instants, les commandes de climatisation et de chauffage. Tout se fait via cet écran. On a quand même toujours des boutons physiques de chaque côté et ça, c'est très cool. Avec toujours également la possibilité, via l'écran tactile, d'activer les sièges chauffants, le volant chauffant, ce véhicule en est pourvu, ainsi que tous les autres paramètres avec entre autres ici les paramètres de l'écran. Les autres boutons se trouvent juste à côté du levier de vitesse avec tout ce qui est infotainment et juste à côté le frein à main qui est électronique. Alors j'aime bien personnellement toujours avoir un câble. En effet, lorsqu'un câble mécanique commence un petit peu à fatiguer, on sent qu'il faut mettre de plus en plus de cran pour que le frein à main serre. Là avec le frein à main électronique, quand il y a des petits soucis, on ne s'en rend pas compte et c'est quand la voiture dégringole le long de la rue qu'on se rend compte qu'il y a un souci de frein. Mais bon. C'est quand même une facilité au quotidien pour beaucoup d'entre nous d'avoir ce frein à main électronique qui, sur certaines versions, en fonction du niveau de finition, se met tout seul une fois qu'on rentre le système en mode parking. Et justement, en parlant du mode parking, nous avons donc le levier de vitesse, entre guillemets, en tout cas le sélecteur du système automatique. Seulement 4 positions, le parking, la marche arrière, le point mort et le mode drive pour conduire. Et à côté de lui, la dernière commande qui nous intéresse, le petit switch qui permet de contrôler la charge du véhicule. Par défaut, évidemment, on est en mode normal, mais on peut également le passer en mode EV pour forcer le véhicule à rester en mode électrique si on doit par exemple traverser une ville zéro émission ou une zone zéro émission. Et on a également la possibilité de remonter en mode charge, mode qui permet de forcer le moteur rotatif à recharger les batteries. En prévision, par exemple, si on est sur l'autoroute et qu'on sait qu'on arrive dans une ville dans laquelle on ne pourra pas rouler du tout avec le moteur thermique allumé, eh bien on force la charge avant et comme ça on est sûr de traverser la zone zéro émission en mode zéro émission. Enfin, évidemment, nous avons les commandes au volant, une multitude de jauges, on a l'habitude, mais attention, les jauges ne sont pas les mêmes que ce qu'on retrouve dans la plupart des véhicules thermiques. Alors, on a évidemment le compteur de vitesse au centre, mais surtout nous avons sur la gauche, non pas un compte-tours, mais un témoin de charge-décharge qui nous permet de savoir si on recharge la batterie en roulant ou si on la vide. Au côté du compteur de vitesse, l'énergie électrique, la batterie, et sur l'extrême droite, la jauge de carburant thermique, donc la jauge d'essence. Enfin, pour terminer, nous avons juste à côté du compteur, ici, le témoin de charge de la batterie sous forme numérique, ainsi que de l'autre côté, l'autonomie annoncée potentielle du véhicule. Véhicule qui est équipé du lecteur de panneaux, ce qui fait que la voiture me dit ici nous sommes dans une zone 90. Si les panneaux sont illisibles, c'est également relié au GPS, ce qui fait que normalement on est toujours en mesure de savoir quelle est la limitation de vitesse là où on se trouve. D'autant plus qu'elle est affichée sur l'écran du HUD, l'affichage tête haute, où nous avons ici évidemment le 90, nous avons le 0 km/h, donc qui est ma vitesse actuelle, et nous avons à côté l'état du cruise control. Bon, je suis à l'arrêt, donc forcément il est arrêté également. Enfin, tant que l'on parle d'options un petit peu haut de gamme, ce véhicule est équipé de caméras 360 degrés qui s'activent automatiquement lorsque l'on passe la marche arrière ou lorsque l'on démarre en première vitesse, de façon à être a priori à peu près sûr de ne pas prendre des obstacles lorsque l'on manœuvre, ce qui est toujours bien vu la rétrovision vers l'arrière
les vitres ne sont pas bien grandes. Nous avons ici le compteur entre guillemets traditionnel, sous forme d'écran, et en appuyant sur le bouton Info sur le volant, nous avons la possibilité de changer l'affichage. Nous avons ici plusieurs pages, la consommation d'énergie, que ce soit thermique ou électrique du véhicule. Nous avons ensuite l'aide au maintien dans la voie qui permet d'afficher la vitesse de façon digitale à la place d'avoir le compteur à aiguille mais qui reste un écran dans tous les cas, sans avoir d'informations au centre. C'est la raison pour laquelle je trouve qu'afficher l'autonomie, ça ne gâche pas finalement l'écran. On a toujours les mêmes informations, mais on a une information en plus et la lisibilité globale reste très bonne. Donc pour moi, c'est très bien. Bien, je vous propose maintenant de boucler la ceinture et de partir pour un tour. Let's go! Alors, première impression, déjà, c'est plutôt silencieux comme la plupart des voitures récentes. Évidemment, on n'entend pas le moteur. Alors, il y a un léger sifflement qui est émis par la voiture. Évidemment, c'est en cas de circulation à proximité de piétons. Pour ce qui est du moteur thermique, on ne l'entend pas évidemment tant que le véhicule ne charge pas. Mais si vous voulez, eh bien regardez, je passe en mode charge. On va ainsi forcer le moteur rotatif à démarrer et on va l'entendre un petit peu tourner. Évidemment, pendant la charge, c'est un peu plus bruyant. Ça reste quand même moins bruyant qu'un moteur traditionnel qui entraîne le véhicule. Ici, le véhicule va garder un régime constant au niveau du moteur thermique. L'idée, c'est juste d'être un générateur. Donc finalement, c'est comme si on avait un groupe électrogène rotatif. Allez, je repasse en mode normal et puis on va voir un petit peu la consommation que je peux atteindre sur le véhicule, sachant que ces quelques dizaines de secondes avec la charge activée ont indiqué 5,6 litres au 100 en thermique pour le moteur rotatif. Alors on va faire une petite accélération. Voilà, je me place à 30 km/h, on va accélérer jusqu'à 90. Gaz. 90. L'accélération reste quand même très fluide, alors ça accélère quand même bien, dire honnêtement. Ça reste un SUV, on est sur un véhicule qui fait un peu plus d'1,8 tonne, ce qui n'est pas léger. Alors, les accélérations sont bonnes, le freinage est bon aussi. C'est pas supposé être la sportive de l'année, et ça ne l'est pas, mais ça accélère quand même suffisamment bien pour s'en sortir sur la circulation au quotidien. C'est pas pour autant qu'il faut rouler comme un Fanjo, ça reste un SUV, ça reste une familiale, mais on est safe. Pour avoir une idée un peu plus juste de ma consommation énergétique électrique, j'ai redémarré le véhicule, comme ça remet le compteur de consommation à 0. Et je vais ainsi fixer ma première consommation moyenne d'énergie électrique pour un test drive, ce qui nous permettra d'avoir peut-être une base de comparaison avec potentiellement de futurs essais de véhicules électriques, parce que j'espère bien en tester d'autres quand même. Actuellement, le véhicule indique une consommation moyenne thermique de 6,9 litres au 100, pour une consommation électrique de 17,5 kWh au 100. On va voir si je peux faire mieux, mais déjà actuellement, j'indique 16,1 kWh au 100. Je suis quelqu'un d'assez économe au volant, ça fait plaisir à savoir. Alors, je reste personnellement infidèle des compteurs à aiguille, mais j'avoue quand même qu'il y a des avantages à avoir des compteurs digitaux comme on a dans ce MX-30 REV. L'un des principaux avantages, c'est que combiné au lecteur de panneaux et au GPS, le véhicule est capable de nous afficher un petit trait rouge à l'emplacement de la limitation de vitesse, ce qui nous permet de savoir en permanence si on est au-dessus ou en dessous de la limitation de vitesse. Si vous perdez des points de permis avec le MX-30 REV, c'est que vous le cherchez ou que vous êtes un peu distrait. Et justement, pour contrer la distraction, il y a juste au-dessus de l'écran de l'infotainment une petite caméra de surveillance qui est obligatoire maintenant en Europe sur tous les véhicules neufs et qui surveille tout simplement que le conducteur est attentif à ce qu'il fait. Le véhicule, a priori, vous met une petite alerte pour vous dire « frérot, regarde la route ou arrête-toi, dors un peu ». Alors c'est toujours agréable ce silence, alors ici on entend les essuie-glaces, il pleut, dommage, mais c'est vrai qu'un véhicule silencieux, c'est quand même toujours un petit plus, un petit truc assez agréable. Je retrouve un petit peu à ce niveau-là les sensations de la Lexus RCF de Clyde, ce côté chill, ce côté relax de la conduite dans le plus grand des silences. Il est à noter tout de même un petit, alors c'est pas un défaut, mais c'est une petite habitude qu'il faut prendre avec les véhicules électriques. Si vous laissez la voiture dormir en extérieur en hiver et que les températures chutent sous les 0 degrés, il faut bien veiller à ce que la batterie du système hybride soit suffisamment rechargée. Sinon, les démarrages le lendemain risquent d'être un petit peu tendus. Si vous restez quelques jours avec le véhicule qui dort dehors par grand froid, méfiez-vous. Bon, rappelle que c'est une version plug-in et que donc vous pouvez la charger via le moteur rotatif, et vous avez également une trappe qui permet de se connecter à une borne de recharge. Donc normalement, il n'y a pas de problème. Mais
Petit point consommation, nous sommes à peu près à la moitié du trajet. Je suis à 15,2 kWh au 100. Je n'ai aucune idée de si c'est un bon score ou pas, mais c'est en tout cas inférieur à la consommation moyenne enregistrée par le véhicule sur ces derniers 6201 km. Alors depuis tout à l'heure, je vous parle de la batterie, de l'énergie, de la consommation. L'autonomie du véhicule, c'est aussi un point assez important quand on parle de véhicules électriques. C'est souvent là que le bas blesse. Il faut savoir que uniquement avec une charge électrique, le MX-30 REV est annoncé pour une autonomie d'environ 70 km. C'est là évidemment que le moteur rotatif prend tout son intérêt. En effet, si on ajoute à cette charge électrique le plein d'essence, nous pouvons monter, selon Mazda, à une autonomie de 680 km annoncée. Évidemment, le meilleur moyen de faire plus, c'est de recharger dès qu'on le peut la batterie sur secteur, que ce soit sur une borne ou que ce soit sur une bête prise. Et en tout cas, pour ma part, à la conduite, une voiture électrique, c'est pas si déplaisant que ça. Quant à la présence de ce moteur rotatif, ça signifie que Mazda n'a pas totalement abandonné le développement de cette technologie. Et ça, c'est une bonne nouvelle aussi parce que, en tant que passionné, ce que j'ai envie de voir, et je pense que je ne suis pas le seul sur cette chaîne, c'est évidemment le retour d'un modèle RX, la RX Vision par exemple, bien connu des joueurs de Gran Turismo, qui reprend des gimmicks de la RX-7. Ce véhicule reprend des gimmicks de la RX-8. J'en ai parlé en début de vidéo, nous avons le moteur rotatif, nous avons les portes antagonistes. Au niveau du design des feux rouges, je trouve un petit air de Mazda RX-8 également. Je pense qu'il y a eu une inspiration de ce côté-là. Un véhicule qui reprend beaucoup d'éléments du passé avec le liège concernant la console centrale. Peut-être que ça pourrait annoncer quelque chose, on ne sait pas. En vrai, il y a très peu de chances que ça se produise, mais qui sait, peut-être que Mazda va nous pondre une dinguerie prochainement et qu'on aura le retour d'un moteur rotatif dans un coupé. Alors sûrement, comme ici, sous la forme d'un générateur pour prolonger l'autonomie d'un véhicule électrique, mais un petit coupé électrique, ça pourrait être sympa quand même. Alors, on arrive à la fin de cet essai, les pour et les contre du Mazda MX-30 REV, selon moi. Déjà les pour, le design. Alors je suis pas fan des SUV, mais tous ces petits rappels de la Mazda RX-8 me plaisent beaucoup. Ces rappels du passé de manière globale à la marque. Le retour du Rotary, ça fait plaisir aussi. La visibilité de 3/4 arrière, les vitres sont très petites. Alors la visibilité n'est pas trop gênée à ce niveau-là, étant donné que nous avons des caméras de recul. Mais ceci dit, les claustrophobes risquent potentiellement de se retrouver un petit peu pas bien. Pour ce qui est des autres points faibles, en vrai c'est une voiture moderne, donc bon, on aime ou on n'aime pas le style. Le fait que la porte arrière soit petite peut sembler un peu contre-productif, mais vu qu'elle s'ouvre de façon antagoniste, ça ouvre un assez large accès qui a priori ne doit pas poser problème pour attacher par exemple des enfants sur un siège avec les fixations Isofix. Quant au coffre, il a un volume qui n'est pas si dégueulasse que ça, en tout cas sous la planche. C'est sûr qu'au-dessus de la planche, la ligne très coupée du modèle fait qu'on ne chargera plus énormément de choses. Néanmoins, pour une utilisation quotidienne, c'est un véhicule qui, je pense, a raté une clientèle qui pourtant aurait pu vraiment adorer ce véhicule. Et bon, je rappelle que ce véhicule est toujours en vente, donc si vous souhaitez le découvrir, n'hésitez pas à faire un tour en concession. Et c'est le moment pour moi de laisser ici un petit remerciement au garage Pasture qui m'a prêté le véhicule de cet essai. Si vous souhaitez plus d'informations sur le garage Pasture, je vous invite à lire la description, vous y trouverez toutes les informations nécessaires. Si vous aussi vous avez une voiture sympa à me présenter, que vous soyez un professionnel ou un particulier, n'hésitez pas à mettre un petit message en description. Et puis c'est pas fini les vidéos avec le garage Pasture, puisque le prochain épisode sera de nouveau dédié à une Mazda de ma concession locale. Il s'agira d'une Mazda 3 et elle est juste derrière moi. Pour ma part, j'enchaîne donc un deuxième tournage. A très vite pour cette deuxième vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien. Ciao tout le monde.